Bonsoir et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire. La première, c'est que dans le vlog précédent, je vous parlais donc de ma lecture en cours qui était Les poupées d'Alexis Leibsker aux éditions Michel Lafon. Je l'ai terminée et franchement, j'ai adoré cette lecture. Je reviendrai pas énormément en détail dessus parce que je vous en ai beaucoup parlé déjà dans le vlog précédent. Mais c'est un thriller. Alors, il est considéré comme polar. C'est le cas, c'est un polar, on a une vraie enquête de police, on suit un duo, un policier et une psychologue qui vont enquêter sur des meurtres vraiment sordides, mais parallèlement on a quand même une dimension thriller aussi, puisque voilà, on a vraiment beaucoup de suspense, on a quelque chose qui prend aux tripes, qui prend au cœur, et on a envie de savoir comment ça va se terminer. Franchement, je l'ai dévoré, donc je l'ai lu en lecture commune avec Alizé du compte Un livre à Bordeaux et vraiment c'était une super lecture. Du coup, suite à ça, donc je vous en parlais également dans le vlog précédent, j'ai décidé d'acheter Le Mangeur d'âme qui est également un roman donc du même auteur qui est sorti en poche. Et donc il y a aussi Et avec votre esprit que je n'ai pas encore acheté parce que il n'était pas en librairie quand je suis allée faire un tour samedi, mais du coup je l'ai mis sur ma wishlist et je compte bien l'acheter avec Alizé. Du coup on a prévu de lire donc Le Mangeur d'âme sur les prochains mois, je sais pas exactement quand, mais voilà, on va le lire parce que toutes les deux on a été vraiment conquises par la plume d'Alexis Leibsker et je sais vraiment pas si je le prononce correctement. S'il y a quelqu'un qui sait comment ça se prononce, je vous écoute. Voilà, donc franchement une super découverte. Il y a du suspense, il y a une vraie enquête. On a un duo qui est très 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 attachant, que ce soit la psy ou le commissaire Venturi. On a vraiment... c'est un duo assez improbable entre un flic un peu bourru, mais au grand cœur, et une psy qui vient, entre guillemets, juste d'être diplômée, mais qui pour autant est très forte dans son domaine. Elle est très douée, elle est très perspicace, et surtout, elle sait être franche sous ses airs, entre guillemets, de petite jeune qui vient juste d'arriver. Elle sait être franche, elle sait dire les choses comme il faut les dire. Et voilà, ça en fait un duo qui est assez particulier, mais qui est vraiment très attachant. Et qui plus est, on a une intrigue qui franchement nous tord le cerveau, vraiment jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier chapitre, on ne sait pas du tout qui peut être le tueur. On arrive sur une piste, mais finalement, voilà, même le dénouement est surprenant. Donc vraiment une super découverte. Je suis très contente de l'avoir lu et de m'être un petit peu laissée porter par tous les avis que j'avais pu en voir. Parce que franchement, voilà, vraiment pas déçue. Donc je vous le recommande si vous cherchez un thriller hyper addictif et très bien construit. Et ben vous pouvez directement vous tourner vers celui-ci. Ça, c'était donc pour ma lecture terminée. Pour vous faire un autre point donc sur toutes mes lectures en cours, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc la première, c'est ma lecture audio de La femme à la fenêtre. Ça va aller très vite puisque j'ai pas énormément avancé. Je vous en ai parlé, je crois que j'étais page 200 et je suis page 270. J'ai pas mis mon marque-page au bon endroit, mais j'en suis, voilà, chapitre 41. Donc page 277, ce qui fait que voilà, j'ai lu ça et il me reste ça, donc j'en suis quasiment à la moitié. Pour l'instant, j'aime bien, sans être vraiment transportée, mais tout simplement parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en fait, ce qu'on décrit dans la 4e de couverture, à savoir la femme qui va assister à un crime par sa fenêtre, ça intervient au bout de 250 pages. Voilà, donc ce qui fait que c'est quand même un peu lent à arriver. Après, je trouve qu'en audio, du coup, c'est pas dérangeant parce que souvent, moi, quand j'écoute mon livre, je suis en train de faire d'autres choses en même temps. Je suis pour autant très concentrée sur ce que j'écoute, mais je suis en train de faire d'autres choses en même temps, par exemple la cuisine, etc., ou le repassage, ou des choses comme ça. Et donc ça me dérange pas, ça me dérange moins que si j'avais le livre en lecture papier, auquel cas je trouverais peut-être que c'est un petit peu lent. Pour l'instant en audio ça me dérange pas du tout, mais voilà, il faut le savoir quand même avant de rentrer dans cette lecture. C'est pas pour autant lent et inutile, les 200 premières pages, pas du tout, mais voilà, faut savoir quand même que l'histoire principale, que le cœur de l'intrigue se passe à peu près vers la page 200, donc voilà, forcément sur les 200 premières pages, en revanche, on va apprendre à connaître le personnage donc d'Anna, et également son environnement, son entourage. On va apprendre un petit peu à connaître ses voisins, essayer de voir quelle relation elle tisse avec eux. Et voilà, donc pour l'instant une lecture intéressante, enfin en tout cas une écoute de livre intéressante, et je vous en reparlerai quand j'avancerai.
J'ai mis pour l'instant en pause, mais je compte le reprendre cette semaine, Mort sur le Nil, donc d'Agatha Christie. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Je suis totalement à la bourre sur le fameux Read Christie 2022, puisque donc ça devait être ma lecture de février. On est le 7 mars et voilà, je suis actuellement en train de le lire. Mais donc j'ai fait une pause tout simplement pour ne pas prendre trop de retard dans mes épreuves non corrigées de chez Charleston, puisque le mois de mars va être un mois très chargé. On en a vraiment beaucoup à lire. Louis, si tu passes par là, je crois qu'on en a 5 ou 6. La dernière fois, je me suis un petit peu trompée dans le vlog précédent, je vous parlais de 3. Et en fait, non, pas du tout, on en a beaucoup plus. Donc, j'ai décidé de mettre en pause Mort sur le Nil pour l'instant. J'avais pas énormément commencé de toute façon. Mais pour démarrer donc une épreuve non corrigée de chez Charleston, c'est La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond qui sortira, je sais plus exactement, j'ai plus la date, mais qui sortira assez prochainement. C'est... alors j'en suis à la moitié, du coup, ça se lit assez vite, mais moi c'est pas tout à fait mon style de lecture. On est sur un petit roman doudou. Alors Lucy Diamond, c'est la personne qui a écrit, c'est l'auteur qui a écrit Rendez-vous au Café du Bonheur, Noël au Café du Bonheur et Un doux parfum de vérité, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui sont des livres un petit peu, voilà, feel good. Ça se passe en Angleterre, je crois, les 3. On suit différents protagonistes qui vont voilà, évoluer. Et là, dans celui-ci, donc je les ai pas lus, moi les 3, c'est des romans qui m'ont jamais tenté plus que ça. Mais là, forcément, on a celui-ci à lire dans le cadre des épreuves non corrigées, donc Charleston. Et nous allons suivre plusieurs personnages, plusieurs femmes notamment, qui vont emménager dans le même immeuble avec voilà, leur tracas, etc. C'est en tout cas ce que nous dit la 4e de couverture. J'en suis quasiment à la moitié et pour l'instant, je dois dire que j'accroche pas particulièrement avec les personnages. Je trouve que... Enfin, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais en fait, je sais que j'en parlerai peut-être pas davantage. Les personnages, je les trouve pas nécessairement attachants. Je trouve ça un petit peu gnangnan, un petit peu cliché. Après, c'est mon avis à moi, c'est tout simplement parce que c'est pas mon style de lecture initialement, en fait. Je pense que voilà, je suis un petit peu dure parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire et c'est surtout que je sais que derrière j'ai d'autres épreuves non corrigées Charleston à lire, dont une qui me tente beaucoup plus, qui s'appelle L'étoile de la liberté, dont je vous reparlerai soit dans ce vlog, soit au moment où je la lirai ou même où je recevrai le livre final. Mais l'histoire me tente énormément, ça se passe pendant la lutte pour les droits des personnes noires aux États-Unis pendant la ségrégation, je crois, dans les années 60. Et on va suivre une journaliste. Et voilà, c'est les quelques lignes que j'avais lues de la 4e de couve, mais c'était un résumé qui me faisait beaucoup trop envie. Donc voilà, donc je pense que... Cette lecture, je vais la lire sans aucun souci. Mais voilà, je vais à mon avis pas essayer de m'attarder dessus parce que je pense pas que ça prendra... je veux dire, je me connais parfaitement et je sais que quand j'arrive à la moitié d'un roman et qu'il n'y a toujours pas ce petit truc qui s'est produit, je sais qu'il y a très peu de chances qu'il arrive sur les prochaines pages et qui plus est, je deviens en fait de plus en plus exigeante au fur et à mesure que je lis, que j'avance, que j'ai dépassé la moitié. En fait, voilà, je me dis, bon, bah, ça s'est toujours pas produit, bon, bah, ça s'est toujours pas produit. Et puis, du coup, je tique beaucoup plus facilement sur des choses qui me dérangent, alors que sur le début du roman, j'ai tendance à être un peu plus tolérante. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Bref, voilà pour moi, donc pas mal de lectures finalement en cours. Une lecture audio, une lecture terminée et en fait, non, et 2 lectures en cours. Donc, La Villa des Petits Bonheurs et Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, j'aimerais bien le terminer cette semaine puisque j'aimerais bien aller au ciné voir le film tant qu'il est encore à l'affiche. Bon, je pense qu'il va rester un petit temps, mais voilà, j'aimerais vraiment aller le voir et encore avoir le livre de manière récente et assez fraîche dans la tête pour pouvoir aussi un petit peu comparer. C'est du coup tout pour moi puisque je n'ai rien reçu aujourd'hui et puis je vous dis à demain. On est mardi en fin de journée, il est 18h15 exactement. Et donc je vous prends puisque j'ai reçu 2 petites choses. Donc la première, je l'ai déjà sortie de l'emballage en fait parce que l'emballage avait pris
un truc un peu dégueu qui est tombé dessus. Je sais pas ce que c'était. C'était pas mouillé, c'était, je sais pas, comme si un gel douche avait coulé dessus. Enfin voilà, assez particulier. Donc j'ai voulu m'assurer que le livre, parce que je savais que c'était un livre, j'ai voulu m'assurer que le livre était indemne et donc forcément je l'ai sorti de l'emballage. Donc j'ai reçu de la part des éditions Hauteville chez les autres de Kelly Hawkins, qui était donc un des livres que j'avais demandé dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Hauteville. C'est un thriller, en tout cas, enfin c'est un livre à suspense. Et il est décrit comme le premier roman d'une détective privée. Voilà, je vous épargne le moment où j'enlève le bandeau parce que on sait tout ce que ça va arriver. Donc voici la couverture sans le bandeau, ce côté maison parfaite avec la petite piscine où tout va bien, le petit jardin où la pelouse est bien taillée, voilà. C'est assez drôle ce genre de couverture, ça me fait penser un petit peu dans le style à celle de Liane Moriarty ou même voilà sur certains romans notamment de J.P. Delaney où on a donc la femme parfaite, je crois, la fille d'avant, enfin voilà ces choses-là, ce truc où tout est toujours bien carré, un petit peu à la Desperate Housewife. Et donc voilà, concernant la quatrième de couve, les gens sans histoire ont bien de la chance. 10 ans après la mort de son fils dans des circonstances tragiques, Kate n'arrive pas à faire son deuil. Pour voir à quoi ressemble la vie de ceux qui n'ont pas été brisés par le destin, elle visite des maisons à vendre dans les quartiers cossus de Sydney, des maisons qu'elle n'a ni les moyens ni l'intention d'acheter. Lorsque Kate s'invite dans la somptueuse demeure des Harding, son regard s'attarde sur leur portrait de famille. Un homme charmant, une femme incroyablement belle et un garçon qui ressemble à s'y méprendre à celui qu'elle a perdu. Sa curiosité pour les Harding tourne à l'obsession. Ne risque-t-elle pas de se mettre en danger si elle découvre les sombres secrets qui se cachent sous cette façade un peu trop parfaite pour être vraie? Et je vous lis donc les trois avis qu'il y a dessus. Tendu, intelligent et incroyablement convaincant, j'ai été happée de la première à la dernière page. Les rebondissements s'enchaînent dans ce roman fourmillant d'émotions, un premier roman prometteur qui séduira les amateurs de thriller. Un roman addictif servi par une très belle plume. Voilà, qui donne donc envie de le découvrir. Il est donc sorti chez Hauteville, c'est un format broché, c'est un grand format. Et voilà, et il fait quasiment 400 pages, 380 pages. Voilà, mais ce que j'aime beaucoup dans les éditions Hauteville, c'est ça, c'est la souplesse, entre guillemets, des romans, et puis le fait que du coup ce soit... Bon là je vous montre une page qui est un peu vide, mais c'est quand même très aéré dans la construction, et j'aime beaucoup. Donc merci aux éditions Hauteville. Il va falloir vraiment que je débute ma lecture de ces romans, puisque j'en ai reçu 3 depuis le début, c'est le 3e. Depuis le début de mon partenariat, et c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de les caser dans mon planning de lecture. Et enfin, j'ai reçu un autre petit paquet qui me vient donc de Léa, du compte Léa Book Addict, qui, vous le savez, je vous en ai déjà parlé ici, a créé sa boutique de marque-page. Et donc je suppose, je l'ai beaucoup vu passer sur les vidéos des copines, donc je suppose que c'est peut-être une nouveauté de sa collection. Donc voilà, on a encore une fois sa petite carte, donc Léa avec un H, L-E-A-H, je vais y arriver, Book Addict. Et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, comme je le fais à chaque fois. Du coup, le marque-page joliment emballé. Et ah ben il n'y a pas un marque-page, il y en a plusieurs. Ah, il est trop beau, je l'avais déjà vu passer. Du coup, c'est le marque-page Girl Power, donc ici. Donc ça, c'est le recto et vous l'avez au verso ici aussi. C'est d'autant plus symbolique qu'aujourd'hui, on est le 8 mars et donc c'est la journée des droits des femmes et pas la journée de la femme, comme on peut encore beaucoup trop l'entendre. Ça me fait sortir de mes gonds, je pense, quand j'entends ça. Mais ça va, la journée est bientôt terminée, donc voilà, demain on retombera encore dans l'anonymat et puis voilà, et puis la journée de la femme, ce sera dans un an. Bref, vous sentez un petit peu l'énervement. Non mais vraiment, là j'ai entendu que ça aujourd'hui, la journée de la femme. Voilà, les promos pour des culottes menstruelles sous couvert d'acceptation de soi, de girl power. C'est le genre de choses que je supporte pas, vraiment pas. Déjà, comme si on avait besoin d'une journée pour célébrer les droits des femmes, ça devrait être toute l'année. On devrait même pas se poser cette question-là. Bref, c'est un autre débat. Donc un super joli marque-page donc à retrouver sur la boutique de Léa Book Addict. Et enfin l'autre qui est... oh, il est trop beau.
qui est du coup donc couleur bordeaux. Et en fait, ça ressort beaucoup mieux à la caméra que moi dans mon atmosphère un peu sombre ici. Donc il y a marqué Read Agatha Christie avec un petit sachet de thé et forcément on a la même chose au verso. Donc merci beaucoup Léa pour ces deux jolis marque-pages. Je suis très contente, d'autant plus que je vous montre ma lecture actuelle. Donc ma lecture actuelle c'est Mort sur le Nil et le marque-page que j'ai dedans. C'est justement le marque-page, le premier que m'avait envoyé Léa, donc Just Read avec une petite atmosphère un peu automne. Voilà, du coup pour vous parler de ma lecture en cours, donc je lis toujours Mort sur le Nil, j'en suis quasiment à la moitié. J'aime bien pour l'instant, il y a beaucoup de personnages, beaucoup, alors je pense que c'est un peu dû au fait que je l'avais laissé entre parenthèses pour me consacrer du coup à la lecture d'une épreuve non corrigée de chez Charleston, je vous en parlerai juste après. Et forcément je le reprends, voilà, ça faisait 3 jours je crois que j'étais pas revenue dessus. Et donc forcément il y a des noms de personnages, voilà, je les confonds un petit peu tous, mais c'est le temps de me remettre un petit peu dans le bain. Et voilà, sinon c'est toujours un plaisir de retrouver Hercule Poirot, et qui plus est sur un bateau donc qui vogue sur le Nil, puisque ça donne un petit peu de soleil en cette période un peu sombre, et par la météo et par le contexte de tout ce qui se passe en ce moment. Du coup, pour vous faire un autre update lecture, ça y est, ça commence à se mélanger un petit peu dans ma tête, c'est la fin de journée. J'ai terminé hier soir donc l'épreuve non corrigée de chez Charleston, qui était La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. Et c'était une lecture sympa, mais c'est tout. Voilà, c'est juste pas mon style. En fait, c'est une lecture qui pourrait être parfaite pour l'été. C'est vraiment le roman printanier ou estival par excellence. On a une histoire qui est un peu légère, on a des personnages assez drôles, mais moi de mon côté, c'est pas tellement mon style de lecture. Alors je dis pas que je lis pas de feel good, hein, c'est pas vrai, et vous le savez si vous regardez ces vidéos. En ce moment, je vous parle quand même beaucoup de thrillers. Mais c'est quand même pas 100% de ce que je lis, notamment voilà, je vous ai parlé de Serena Giuliano, j'ai acheté son avant-dernier roman donc, qui est sorti en poche, et je vous parle de temps en temps de romans un peu feel good, et voilà, juste Lucy Diamond, c'est pas le genre de roman vers lequel je me porterai. Je suis contente du coup d'avoir découvert sa plume dans le cadre du partenariat avec Charleston, puisque c'est pas nécessairement un livre ou une auteure sur laquelle je me serais portée. Mais voilà, donc j'ai terminé mon épreuve non corrigée, j'en entame une autre, enfin que je vais entamer après Mort sur le Nil quand même. J'aimerais bien le finir vraiment. Et je vous en parlerai à ce moment-là. C'est une épreuve non corrigée qui... Enfin non, je vais vous en parler vite fait maintenant. Qui s'appelle donc L'Étoile de la Liberté. Je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais je vous en reparlerai en l'occurrence en temps voulu. Et on est visiblement donc pendant la période de la ségrégation dans les années 60 aux États-Unis. Voilà. Le résumé me tente trop, j'ai trop hâte de me plonger dedans, et je sens que ça va être une belle lecture. J'ai déjà vu les premiers retours des copines sur les 100 premières pages, donc ça m'a trop donné envie de le commencer. Du coup, c'est tout pour moi. Je regarde au cas où si j'ai pas oublié de vous parler de quelque chose, mais non, c'est tout pour moi et je vous dis à demain. Encore moi, et on est toujours mardi soir. Je vous prends parce que je viens de rentrer du point relais où j'avais totalement zappé, mais j'avais commandé donc 2 livres sur Vinted. C'est 2 livres que j'ai commandés la semaine dernière. Ah, c'est l'heure du chafou de Gus. C'est 2 livres donc que j'ai commandés la semaine dernière quand j'ai bu un verre avec Leslie du compte Lily Littérature, et voilà, donc c'est ma nouvelle voisine parisienne, on habite vraiment juste à côté, et on a cette passion en commun de la lecture, donc forcément on a discuté, et de fil en aiguille elle m'a vraiment donné très envie de lire un livre. Donc c'est l'un de ceux que j'ai commandé, et en fait il était en lot avec un autre livre. D'habitude j'achète pas les lots parce que quand j'ai envie d'un livre, j'ai envie de tel livre en particulier et j'en achète qu'un. Mais là il était en lot avec un autre livre qui était dans ma wishlist, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Du coup on ouvre ça ensemble. Normalement ils sont en bon état.
On va voir, ça fait un petit temps que j'ai pas commandé sur Vinted. Et du coup, il s'agit de 2 brochets. Non mais ils sont en super état. Et donc celui que m'a donné envie de lire Leslie quand on s'est vu, c'est Les choses humaines de Karine Thuil, donc aux éditions NRF chez Gallimard. Donc en fait la personne qui me l'a vendu disait qu'il y avait une pliure sur la couverture. Je sais pas si vous la voyez la pliure, mais elle est vraiment, voilà. En fait c'est juste ça. Donc le livre est en super état, je suis trop contente, ce qui est quand même assez compliqué sur les éditions NRF comme ça parce que c'est des livres qui sont très clairs, très blancs, qui ont une couverture qui prend la moindre trace, la moindre comment dire, pliure, etc. Donc trop contente, il est en super état. Donc Karine Thuil, j'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai jamais lu aucun de ses romans. Je sais qu'elle a sorti la Décision, qui est donc son nouveau roman qui me fait aussi bien envie, mais je me suis dit chaque chose en son temps. Déjà, tu découvres la plume de l'auteur avec celui-ci. Et donc c'est un roman qui a été adapté au cinéma. Je ne suis pas du tout allée voir le film, mais déjà je l'avais vu passer dans quelques vlogs. Je crois que c'est Sarah du compte Mrs Book-Yarmouth qui en avait bien parlé à ce moment-là. Et je l'avais également vu passer sur Instagram. Donc je vous lis la 4e de couve qu'on découvre en fait ensemble parce que moi je l'ai jamais lu en tant que tel, j'ai vu que les retours des autres sur ce roman. Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Thuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs, car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage. Voilà donc un résumé assez sombre en soi, mais vraiment j'en ai vu que des critiques élogieuses et dithyrambiques sur le fait que Karine Thuil aborde cette problématique non pas à travers la victime et le coupable, mais de différents points de vue. C'est apparemment assez nuancé et c'est ce que je recherche dans ce type de roman. Donc voilà, trop contente de l'ajouter à ma pile à lire. Je vous en parlerai bien évidemment quand je le lirai. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, trop contente. Et en plus de ça, il est en super état. Et l'autre roman donc qui était ajouté à ce lot-là, c'est un roman d'une auteure que je n'ai jamais lu. J'ai lu un des romans de sa sœur qui a été mon plus gros coup de cœur 2021, je vous en ai parlé. C'est La carte postale d'Anne Berest. Et là, j'ai décidé, donc je l'avais mis dans ma wishlist, j'ai décidé d'acheter également donc Artifice de Claire Berest qui est sorti aux éditions Stock. Là, en l'occurrence, le livre est vraiment neuf, hein. Je suis trop contente. Et ouais, il est vraiment... il est dans un état incroyable. Déjà, j'aime beaucoup cette couverture. Voilà, c'est pas du tout le style de couverture habituellement sur laquelle je me retournerai, mais là, j'aime beaucoup celle-ci. Et donc, je vous lis là encore une fois la 4e de couve. Abel Bach, flic solitaire, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Son identité se dissout entre cauchemar et déambulation nocturne. C'est cette errance qu'interrompt Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre-morte devant sa porte. C'est cette bulle que vient percer Camille, sa collègue, inquiète de son absence. C'est son fragile équilibre que mettent en péril des événements mystérieux qui semblent tous avoir un lien avec Abel. Pourquoi a-t-il été mis à pied? Qui fait entrer par effraction un cheval à Beaubourg? Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur son palier? À quel passé tragique ces coïncidences le renvoient-elles? Pris dans l'œil du cyclone, le policier déchu mène l'enquête. Après le succès de Rien n'est noir, le nouveau roman de Claire Berest est une danse éperdue, une quête dont personne ne sortira indemne. Donc Claire Berest, c'est la sœur d'Anne Berest. J'ai lu donc d'Anne Berest que La carte postale, mais je sais qu'elles ont coécrit notamment un roman qui s'appelle Gabrielle et qui parle de leur arrière-grand-mère, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, donc trop hâte de découvrir également Claire Berest après avoir découvert sa sœur. Je sais que c'est un roman assez particulier dans la 4e de couve, c'est pas nécessairement là aussi le genre de roman vers lequel je me serais tournée, mais j'avoue que je suis très curieuse de découvrir la plume donc de l'autre sœur. Et voilà, celui-ci me faisait bien envie et je pense qu'il peut y avoir de belles surprises. Donc voici les 2 petits nouveaux qui rejoignent ma palle aujourd'hui. Je suis trop contente. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de livre, que ce soit en librairie ou sur Vinted. Et voilà, là disons qu'entre la semaine dernière et cette semaine, ben je rattrape un petit peu mon retard, même si
aussi, franchement quand on voit ça, on peut pas vraiment dire que je sois en retard. J'ai fait le compte sur Glyph, aujourd'hui je crois que je suis à 204 ou 206. 206 avec ces deux-là il me semble. Donc voilà, ça fait de belles heures de lecture en perspective. Hello, on est jeudi et du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. La première c'est que j'ai terminé ma lecture audio dont je vous avais parlé, qui était La femme à la fenêtre d'Eiji Finn et oula et c'est une lecture que j'ai vraiment bien aimée. C'est pas un coup de cœur pour moi, c'est pas en fait, j'ai bien aimé, mais je comprends pas aujourd'hui, entre guillemets en 2022, tout le tapage qu'il y a eu autour de ce roman. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai été très agréablement surprise par la fin que j'avais pas du tout vu venir. Mais voilà, j'ai trouvé qu'en fait, la fin est selon moi très réussie, mais, euh, mais en fait, on a quand même pas mal de longueur, on a des choses qui traînent un peu, qui sont répétées. Alors c'est justement, à mon avis, l'objectif de ce roman, que justement d'avoir un peu ces répétitions pour mettre en lumière certaines choses. Mais voilà, je me suis pas ennuyée pour autant, c'était vraiment une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas un livre qui me marquera particulièrement. Mais voilà, j'étais contente de le découvrir, il était dans ma palle depuis 2 ans je crois. Donc voilà, c'était l'occasion de l'écouter en plus en audio. Et je suis contente puisque en plus de ça, la personne qui lisait cette histoire était assez agréable. Moi je sais que je vous en ai déjà parlé ici, mais quand je prends des livres en audio, j'écoute toujours les extraits avant d'acheter le livre en audio, parce que j'ai envie de savoir si la personne qui va raconter cette histoire a une voix qui me plaît, a une façon de s'exprimer qui me plaît. Et là, franchement, c'était le cas. Donc un gros plus pour ça. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé le final. Mais c'est vrai que le roman fait en papier, en poche, il fait 600 pages. Et pour moi, il aurait pu être beaucoup plus court. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Sinon, vraiment, j'ai bien aimé. Je pense que du coup, je ne regarderai pas le film parce que j'ai vu beaucoup trop d'avis négatif sur le film et autant voilà, si j'étais vraiment fan du roman, je pense que j'aurais vu le film. Là je vous avoue que voilà, je passe un bon moment, mais pour moi c'est pas un thriller dont je me souviendrai toute ma vie, c'est pas quelque chose qui sera très marquant chez moi. Donc voilà, donc une bonne lecture, mais entre guillemets sans plus pour moi. Du coup, je suis donc toujours dans ma lecture de Mort sur le Nil d'Agatha Christie. J'ai bientôt fini, il me reste il me reste 80 pages, donc je pense que je vais le terminer assez rapidement. J'ai l'impression que ça fait 10 jours que je vous dis ça, mais tout va bien. Et du coup, je vous ai parlé donc mardi de ma réception Vinted, et en fait, j'ai pas pu résister. J'ai commencé une nouvelle lecture qui n'était absolument pas prévue, mais que j'avais vraiment trop envie de lire. Du coup, je l'ai pris en audio. Et donc voilà, ça me permet de le lire, alors que effectivement c'était pas prévu dans mon planning, mais en fait l'audio me mobilise pas de la même manière qu'une lecture, sur papier, sur livre, sur liseuse, etc. C'est assez différent. L'audio, je le mets notamment quand je sais pas, je fais la vaisselle. Là par exemple, il va falloir que je fasse un petit peu de pâtisserie parce qu'on reçoit de la famille ce week-end. Et voilà, je sais que je vais me le mettre dans les oreilles et que ça me permet de faire autre chose en même temps, tout en étant quand même assez attentive à ce que j'écoute. Et donc j'ai commencé Les choses humaines de Karine Thuil, que donc j'ai pris sur Audible. Et franchement, c'est simple, je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. J'en suis déjà à page 107 au chapitre 13. J'aime énormément pour l'instant. C'est très... en fait, c'est vraiment la première partie. Alors, je vais vous en reparler vite fait, mais en soi, je vous en ai parlé il y a 2 jours, donc en soi, juste dans la séquence avant celle-ci, je vous ai parlé du résumé. Là, on est vraiment sur les premières pages. Le roman en fait 340. Donc j'en suis page 107 et en fait on est vraiment dans le contexte. On apprend à connaître les différents personnages, notamment l'environnement familial de la personne qui va être accusée de viol, ses parents, le fameux donc Jean Farel, qui est un célèbre présentateur politique, journaliste politique français, sa mère Claire, qui est une essayiste reconnue aussi. On apprend à connaître un petit peu ce contexte dans lequel ces personnages
ont émergé et vivent encore aujourd'hui. Et franchement, c'est hyper intéressant. Il y a une vraie analyse de l'auteur par rapport à notre société, par rapport à la certaine hypocrisie que certains peuvent avoir aussi. Et voilà, pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup. C'est assez addictif, même si on peut pas dire qu'il se passe grand-chose. Mais concrètement, on a l'impression en fait d'être une petite souris qui observe la vie des gens. Voilà, que ce soit ce couple-là ou les autres personnages de ce roman. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup, c'est pas fini parce que j'ai reçu donc plusieurs paquets qui me viennent des éditions Charleston et je sais ce que c'est puisque j'ai vu les messages des filles des autres lectrices Charleston, donc je sais à peu près ce qu'on a reçu. Ce sont des romans qui viennent de paraître et je vous parle d'abord du premier. Donc en fait, le premier, si vous avez besoin de construire une maison, je peux vous fournir un parfum. C'est donc Les héritières de Lowenoff. Je sais toujours pas si ça se prononce comme ça. Et voilà l'épaisseur. Voilà la taille de ma main en comparaison. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il fait avant toute chose quasiment 700 pages, ce qui est quand même énorme. Oui, c'est ça, il fait 700 pages, il fait 708 pages. Voilà, c'est un parpaing. Mais au-delà de ça, c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée. Je voulais la 4e de couve et je vous parle assez rapidement de mon avis puisque je vous en avais également parlé au moment où je le lisais. Stockholm, 1913. Après une violente dispute avec ses parents, Agneta Lejongarde a quitté le splendide domaine de Lowenoff où elle a grandi et coupé tout lien avec sa famille et son héritage. À un mariage arrangé dans la noble société suédoise, elle a préféré une vie de bohème, d'amour et de liberté à Stockholm auprès de ses amies suffragettes. Pourtant, un beau matin, un funeste télégramme la rappelle au domaine. Son père et son frère ont été victimes d'un grave accident. Contrainte de reprendre la gestion du haras familial, Agneta se trouve une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu'elle avait fuie. Mais contre toute attente, les vertes prairies, les bois imposants et le manoir blanc de son enfance éveillent en elle une étrange mélancolie. Entre attachement aux siens et rêve de liberté, entre devoir et désir d'émancipation, Agneta doit faire des choix déchirants alors qu'autour d'elle, l'Europe marche déjà vers la guerre. Une saga fascinante qui dessine le portrait d'une femme prise entre 2 siècles mais résolument tournée vers l'avenir. Et concrètement, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman. Donc c'est un gros bébé, effectivement. Je comprends que ça puisse faire peur. Mais c'est vraiment, c'est une histoire assez particulière. On est sur un petit peu les mêmes convenances qu'on peut retrouver dans La Villa aux Étoffes, si jamais vous l'avez lu. C'est-à-dire cette famille bourgeoise avec tout ce que ça implique. Agneta qui va se retrouver comme étant l'héritière de ce domaine, chose qu'elle refuse, qu'elle refuse catégoriquement, en tout cas qu'elle a refusé en quittant son domaine. Agneta, c'est quelqu'un qui est engagé pour l'évolution des droits des femmes. Et donc à une époque où concrètement c'est pas encore vraiment l'objet, ça commence, mais c'est pas dans toutes les mentalités, loin de là. Et voilà, Agneta, elle aspire à autre chose, elle aspire à une vie libre et tout va changer. C'est difficile de vous en dire plus. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage très fort. On rencontre pas mal d'autres personnages également qui sont assez forts et assez attachants. Et voilà, c'est vraiment une très belle lecture. Je lirai franchement la suite avec grand plaisir. Ensuite, l'autre réception, alors c'est un livre que je n'ai pas lu, c'est le seul roman pour l'instant de chez Charleston que je n'ai pas lu, puisque donc nous avions le choix, on était assez serré en janvier en délai, et donc nous avons eu le choix parmi les lectrices de lire l'un ou l'autre des 2 livres qui nous étaient proposés. En l'occurrence, moi j'avais choisi de lire le Clarissa Barr, donc Le souffle des rêves, que j'ai adoré, qui a été pour l'instant mon plus gros coup de cœur. Et du coup, les autres lectrices ont dû... Gus ? Et donc, les autres lectrices ont dû lire Il ne faisait que rêver, qui est le nouveau roman d'Ondine Kaya. Voilà, moi je ne l'ai pas lu. J'ai entendu des avis assez partagés sur ce livre. Je sais pas si je le lirai de suite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et également, surtout, je ne connais pas l'auteur, puisque donc Ondine Kaya, c'est la personne qui a écrit Le parfum de l'église... Parfum de l'église, pas du tout. Le parfum de l'exil, qui avait eu un gros succès donc à sa sortie. Et moi, je l'avais pas lu, ça parlait du génocide arménien, il me semble.
et qui avait été vraiment un gros succès, que beaucoup de personnes avaient adoré. Donc j'avais pas ce passé-là, mais voici donc son nouveau roman qui s'appelle Il ne faisait que rêver. Je vous lis du coup la 4e de couve, mais je pourrais pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu. En Inde, face aux Ganges pollués, Tali et Alisha se font une promesse du haut de leurs 9 ans. Unir leurs forces pour changer le monde. 20 ans plus tard à Paris, devenues de ferventes militantes écologistes, elles organisent une grande marche pour le climat. Pour la première fois, la jeunesse défile en même temps dans toutes les capitales du monde. Mais de violentes explosions anéantissent brusquement leur espoir d'un avenir meilleur. Face à cette menace, les gouvernements prennent alors une décision radicale, celle d'entrer d'une manière inédite dans l'intimité des citoyens. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Soudain, les rêves et les promesses d'enfance deviennent plus importants que jamais. Voilà. Je sais que les filles, je m'éterniserai pas dessus, mais je sais que les filles qui l'ont lu ont pas toutes apprécié ce roman, en tout cas pas apprécié les valeurs qu'il pouvait dégager, puisque visiblement ça s'apparente un petit peu à ce qu'on a pu vivre avec le Covid, et il y avait quelque chose d'assez complotiste apparemment, voilà, qui leur a pas plu, donc voilà, moi je tenterai peut-être, mais en tout cas ce sera pas ma priorité, et puis si le résumé vous intrigue, je vous invite voilà, à vous renseigner et puis à le découvrir par vous-même, mais je ne pourrai pas vous donner mon avis sur ce roman. Du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même pas mal, je suis contente, je retrouve un bon rythme de lecture, un bon rythme d'écoute, surtout qu'on se mente pas, mais voilà, vraiment très contente, et puis le fait également de voir se concrétiser aussi les lectures que l'on fait Charleston, de recevoir des livres, ou plutôt des parpaings comme ça, c'est vraiment très chouette. En plus, j'ai vu qu'il y avait donc mon avis sur le bandeau, donc vous avez la couverture, et il y a mon avis ici. Donc trop contente, je vous dis à demain. Hello, on est vendredi après-midi, je vous prends avec la lumière, mais pourtant il est 15h et juste il fait un temps absolument horrible. Du coup, gros update lecture, puisque donc hier je vous disais que j'avais débuté une nouvelle lecture et en fait je l'ai déjà terminée. Donc j'ai terminé ma lecture, enfin en tout cas mon écoute audio des Choses humaines de Karine Thuil, et franchement j'ai adoré ce roman. C'est une lecture qui est très particulière, je m'attendais à la fois un peu à ça et à la fois pas du tout à ça, dans la mesure où on aborde un sujet qui est quand même très grave, à savoir une accusation pour viol. Mais cette accusation, elle n'est pas traitée vraiment avec un coupable et une victime. Enfin, je nuance un peu mon propos, mais dans cette histoire, on va dans un premier temps apprendre à connaître les différents protagonistes, leur contexte familial, leur contexte personnel de manière générale. On va apprendre à faire la connaissance de la famille Farrell et donc notamment la famille de l'accusé, puisque donc l'accusé c'est Alexandre Farrell qui est présumé coupable et innocent, en tout cas qui est accusé de viol par Mila Wiseman, je sais pas très bien comment on prononce, et donc forcément on va apprendre, au-delà de cette accusation de viol, à connaître les familles des deux protagonistes, donc la famille Farrell et le père qui est donc Jean Farrell, qui est un journaliste politique reconnu, qui est une personne très influente dans le monde des médias. Claire Farrell, la mère donc d'Alexandre, la femme de Jean, qui elle est une essayiste féministe, elle aussi reconnue par ses pairs, reconnue dans le monde des médias, et voilà, donc une famille avec une grande notoriété qui est un petit peu partie de rien, qui a mis beaucoup de temps à construire cet univers-là, et qui aujourd'hui a très peur de ce que pourrait avoir comme répercussion cette affaire sur la carrière professionnelle des uns et des autres. On apprend également à connaître Alexandre Farrell, donc l'accusé, qui est un étudiant, donc voilà, le fils de Claire et Jean, un étudiant qui fait un petit peu partie de la jeunesse dorée, qui a grandi dans une famille où forcément les moyens ne manquaient pas, où voilà, papa, maman ont toujours été là pour lui. Et donc Alexandre, il est étudiant à Stanford aux États-Unis, donc l'une des plus prestigieuses universités. Il a vocation à faire une grande carrière, notamment chez Google, etc. Enfin, j'arrête de vous en dire un peu trop, mais voilà un petit peu le personnage, et tout va s'effondrer le jour où il va être accusé de viol par Mila Wiseman, qui est donc une jeune juive issue d'une famille juive pratiquante.
avec tout ce que ça implique. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ce roman, c'est une vraie pépite parce qu'en fait, il met en perspective, comme le titre l'indique, les choses humaines. Et surtout la question à laquelle finalement il est très difficile de répondre, qu'est-ce que nous ferions, qu'est-ce que je ferais si dans mon environnement personnel ça m'arrivait. Parce que, et c'est ce que ce livre met un petit peu en lumière, c'est entre guillemets un peu facile de se dire que demain telle personne est accusée de viol. C'est un petit peu facile de se dire que si cette personne elle n'appartient pas à notre cercle, on va avoir tendance à se positionner un petit peu du côté de la victime, comme d'ailleurs c'est le cas dans cette affaire, comme c'est le cas dans de nombreuses affaires où on a tendance à stigmatiser l'accusé. Il n'y a pas finalement de présomption d'innocence puisque à l'ère des réseaux sociaux, voilà, il y a un lynchage qui est fait de manière un petit peu systématique. Et ce roman, justement, il n'est pas là pour défendre la victime, il n'est pas là pour défendre l'accusé. On prend parti pour personne et on essaye d'analyser des deux points de vue l'analyse de chacun et la vérité de chacun. Parce que et c'est clairement pour moi l'atout, c'est qu'en fait il n'y a pas une vérité, il y a deux vérités. La vérité de chacun des protagonistes. Et voilà. Et donc en fait, tout au long de cette lecture, on a des propos qui sont nuancés, qui sont pas lisses, loin de là, mais des propos qui sont nuancés. C'est-à-dire qu'on va se positionner autant du côté de l'accusé que du côté de la victime au fur et à mesure qu'on entend les différents témoignages. Et également, donc on n'a pas que cette histoire de procès, on a toute la toile de fond qui est tissée sur l'environnement familial, l'environnement amoureux, sexuel des différentes familles. Et voilà, franchement c'est un livre qui est brillant, vraiment j'ai adoré. Je sais qu'il avait eu un grand succès quand il est sorti, mais vraiment voilà, j'ai passé un super moment à tel point que voilà, je l'ai démarré hier, je l'ai déjà terminé. C'est quand même assez rare, vous le savez si vous suivez ces vlogs, que je dévore un livre qui n'est pas un thriller. Mais voilà, franchement j'ai vraiment adoré, une super réussite. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'acheter La Décision, qui est donc le nouveau roman de Karine Thuil, parce que franchement j'ai adoré celui-ci. Et que donc, il me semble, La Décision met en scène un des procès pour terrorisme. Voilà, donc le sujet pourrait vraiment être très intéressant et je sais que c'est le genre de roman qui me plairait. Donc franchement, une super réussite, vraiment, je vous le recommande. J'étais assez frileuse à l'idée de commencer ce roman parce que justement, j'avais peur qu'on se positionne d'un côté ou de l'autre, qu'on stigmatise l'accusé, qu'on stigmatise la victime. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et voilà, donc un grand merci à Leslie qui m'a vraiment donné envie de lire ce roman. La preuve, je l'ai acheté et lu dans la même semaine, donc trop contente. Et voilà, donc ce qui fait que pour l'instant, j'ai toujours pas terminé Mort sur le Nil. Il me reste, j'en suis page 260 et le livre en fait 340. Donc il me reste 80 pages. Je pense que je vais le terminer rapidement, mais j'ai l'impression que je vous dis ça depuis le début de la semaine. J'aime beaucoup cette enquête pour l'instant. Franchement, c'est un Hercule Poirot comme je les aime. Et voilà, mais j'avoue que j'ai tellement été prise par ma lecture des choses humaines que j'en ai un petit peu mis de côté celui-ci. Mais c'est pas grave, c'est pour le retrouver un petit peu mieux aujourd'hui et puis ce week-end. J'ai reçu un colis qui me vient encore des éditions Charleston. Définitivement ce vlog est consacré aux unboxings Charleston. Et donc c'est le nouveau roman de Laura Trompette qui s'appelle 8 battements d'ailes, que j'ai lu donc en épreuve non corrigée et que j'avais adoré. Dans ce roman, je vous lis déjà la 4e de couve. Elles sont 8, parmi elles une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare, et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lie. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti à la lecture de ce livre. C'est un formidable hymne à la sororité, un formidable livre qui fait la part belle aux femmes, malgré tout ce qu'elles traversent, malgré les violences conjugales, malgré les discriminations qu'il peut y avoir, peu importe où on habite dans le monde, malgré voilà, la condition des femmes dans certains endroits. Ce livre est très beau, et très particulier, et très bien écrit, et ça avait été un de mes premiers coups de cœur. Donc voilà, je suis ravie qu'il sorte enfin, et je pense qu'il mérite vraiment d'avoir un écho, d'avoir beaucoup de succès aussi, et il mérite vraiment d'être découvert parce
Parce que voilà, franchement, il est très particulier. On suit ces destins de 8 femmes, donc 8 personnages féminins qu'on va suivre à travers des alternances de chapitres pour finalement comprendre qu'il y a un lien entre ces femmes. Donc ça peut, pour certaines, paraître un petit peu long de se dire que chaque chapitre, on apprend à connaître une nouvelle personne. Mais voilà, je trouve que très vite, il y a des liens qui se tissent quand on revient sur certains personnages, etc. On essaye de comprendre quels liens elles peuvent avoir et on finit enfin par le comprendre dans la lecture. Et voilà, vraiment une formidable lecture que je vous recommande. C'est la vie de tous les jours, c'est un retour un petit peu en arrière puisqu'on repart 2 ans auparavant en pleine pandémie donc de Covid avec le premier confinement, tout ce que ça implique et voilà, vraiment une réussite. Donc franchement j'avais adoré ce roman et je suis trop contente de vous le présenter et de vous en parler aujourd'hui. De mon côté, ah non, c'est pas fini puisque donc avec le roman qui est donc ici, hop, on avait une enveloppe que du coup je n'ai pas ouverte. C'est assez rigide. Ah, ce sont des photos visiblement ou des cartes postales. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a des cartes postales avec plusieurs illustrations. Ici, on comprend notamment que c'est la porte-parole de la Maison Blanche dont on parle dans la 4e de couve. Ici, on a voilà, une vision de soignant. On a la conductrice de poids lourd. Hop. Ici, on a la vieille dame, je me souviens, j'ai tout fait tomber, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais qui habite en Italie. On a voilà, tous ces personnages. Alors, je vais recompter, et je pense qu'en tout, il doit y en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Il y a 8 cartes donc, qui représentent finalement les 8 protagonistes féminins que l'on a dans ce roman. Et voilà, je trouve que c'est une belle idée de faire ces cartes-là. Ça permet en plus de ça d'avoir un souvenir. Et donc, les illustrations sont faites par Sarah Corel. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et demain, je vous réserve normalement une petite surprise puisque donc je vais me rendre à un événement et je pense que j'essaierai de vous filmer quelques plans pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Dimanche et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog, un vlog qui du coup sera beaucoup plus long que les précédents, donc je pense que ça ravira celles et ceux parmi vous qui aiment bien les longs vlogs.
Donc comme vous avez pu le voir hier, j'étais au lancement de cette jolie pépite qui est America, donc le nouveau roman de Ludovic Manchette et Christian Niemek qui est sorti aux éditions Cherche Midi le 10 mars. Donc il est sorti jeudi, si je vous dis pas de bêtises, on est le 13 mars il me semble. Et voilà, ce roman, je vous en avais parlé quand j'ai lu L'épreuve non corrigée, j'ai adoré. On suit Amy qui va décider de traverser les États-Unis en 1973 pour rejoindre sa sœur qui est partie donc en Californie. Et Amy, tout au long de son périple, donc Amy déjà c'est une jeune adolescente puisqu'elle a 14, 15 ans, 13 ans. On apprend un petit peu à la connaître au fur et à mesure de ce roman. Et Amy, donc, du haut de ses 13, 14, 15 ans, va donc entreprendre ce périple toute seule. Elle va traverser l'Amérique de long en large. Et surtout, elle va faire la rencontre de pas mal de personnes qui illustrent un peu ce qu'étaient les États-Unis en 1973, notamment un couple de criminels en cavale, un chanteur qui deviendra un chanteur très célèbre, une star. Et pas mal d'autres personnages comme ça. Ça dépeint également donc l'Amérique des années 70, début 80, si je puis dire. Et ça parle de pas mal de sujets, mais abordés avec une certaine insouciance, une certaine naïveté, puisque donc Amy est une jeune personne, avec tout ce que ça implique et son regard sur les choses. Et voilà, ce livre, il est vraiment... il est génial, on a la plume des auteurs qui est très reconnaissable. Si vous avez lu Alabama 1963, vous serez à mon avis très, très heureux de retrouver la plume des auteurs dans ce roman-là. En revanche, il est très différent, donc faut pas vous attendre à trouver la même chose que dans Alabama. Mais vraiment, il est très particulier. Moi, je l'ai beaucoup aimé et c'était du coup un vrai plaisir d'échanger hier donc autour de ce brunch avec les auteurs. En plus, voilà, c'était l'occasion de retrouver les copines. Donc, comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, c'était vraiment une belle journée. Donc, merci au Cherche Midi pour cette invitation. Merci à Benoît pour l'organisation de ce bel événement. Et encore bravo aux auteurs pour la sortie de ce roman parce que franchement, il est génial. Du coup, c'est tout pour moi, sachant que j'ai donc terminé Mort sur le Nil. C'est pas du tout mon préféré pour l'instant d'Agatha Christie, mais je pense que c'est dû au fait que j'ai lu ce roman sur pas mal de temps. Et en fait, on a pas mal de noms de personnages qui se ressemblent. On a, je sais pas moi, Pennington, Ferguson, enfin voilà, il y a pas mal de noms comme ça qui ont des consonances assez similaires. Et ce qui m'a peut-être un peu perdue, je pense que voilà, si j'avais lu le roman un peu d'une traite, peut-être que j'aurais pas été gênée par ça. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment, ça reste un Agatha Christie, c'était l'occasion de retrouver Hercule Poirot, mais voilà, j'avoue que c'est pas celui qui me marquera le plus pour l'instant, peut-être que je le relirai d'ici quelques années pour justement m'en faire une autre image. L'histoire est quand même très bien rodée et l'enquête aussi, mais j'ai été un petit peu perdue dans ce flot de personnages. Et voilà, du coup c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé une agréable semaine en ma compagnie, que le fait de vous emmener à ce petit événement vous a plu, même si ça n'est que des plans vidéo. Mais voilà, en tout cas c'était une belle semaine de lecture, assez riche aussi. Et une belle semaine d'échange. Et puis voilà, comme je vous le disais, l'occasion de retrouver les copines et d'échanger avec deux auteurs qui sont vraiment passionnants. Donc j'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que vous avez noté certains livres dont j'ai parlé par exemple dans votre wishlist. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi d'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.